Bonjour à tous, un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes à la Grande Arche. Dernier étage, vous le savez, consacré à des expositions de photos. C'est une grande exposition de Eugene Richards, qui est un grand photographe américain qui consacre donc cette exposition à tous les voyages qu'il a fait au sein de l'Amérique qui souffre dans un contexte que vous connaissez, celui du capitalisme le plus agressif. Et d'abord, Constance, bonjour et bienvenue. Bonjour Guillaume Durand. J'apprends à ceux qui nous regardent que vous êtes directrice du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, car il nous arrive assez peu de parler de design, c'est très important. On va d'abord localiser le musée et parler de cette exposition qui est consacrée justement au rapport qui existe entre la couleur et le design. Où est ce musée? Le musée est en plein cœur de Bordeaux. Il est entre la mairie et la place Gambetta, donc vraiment dans le cœur historique de Bordeaux. Voilà, et cette exposition, est-ce qu'on peut donner sa thématique, sa tonalité? Est-ce qu'on peut y voir? Vous l'avez dit, c'est les rapports entre le design et la couleur. Alors évidemment, on pourrait se dire, mon Dieu, ça concerne le monde entier, puisque tous les objets qui nous entourent sont le résultat d'un travail de design et puis sont en couleur. Et donc on a essayé d'aborder le sujet qui est donc éminemment complexe, en fait, en posant un certain nombre de questions pour essayer de montrer au public qu'est-ce que la couleur, en fait. Bizarrement, dans le design, on parle rarement de couleur. Quand on parle de design, on parle des matériaux, on parle des nouvelles technologies, on parle des modes de fabrication, mais on aborde rarement la question du design par la couleur. Et après 2 ans de travail sur le sujet, j'ai compris pourquoi. C'est parce que c'est juste impossible. Parce que vous voyez la veste que vous avez, par exemple, sur vous, là, elle est bleu marine, voire mauve. Mais si on se rapproche des fenêtres et de la lumière, elle va être... La lumière change tout. Voilà, la lumière change tout. Quand il fait nuit, il n'y a pas de couleur du tout. Et puis, avec le temps, la couleur disparaît. Donc, la couleur, en fait, elle est à la fois intrinsèquement importante dans la conception des objets et en même temps, elle échappe tout le temps. Donc, c'est un sujet très complexe. Et c'est ce qu'on essaye de montrer au public. En fait, ce qu'on dit, en quelques mots, c'est que la couleur est partout, mais la couleur n'existe pas. Voilà, il y a un grand Français qui est beaucoup écrit, qui est connu dans le monde entier sur les couleurs, c'est Michel Pastoureau. Il collabore à l'exposition, bien sûr. Qui est l'homme qui sait le plus de choses sur les couleurs dans le monde entier. Donc déjà, on peut trouver les livres de Pastoureau, c'est extraordinaire. Il a écrit sur le noir, sur le bleu, sur toutes les couleurs. C'est incroyablement cultivé, sensible et intéressant. Et puis il y a l'aspect, évidemment, que vous allez découvrir avant que nous commencions cette émission, c'est en fait, on y voit qui dans cette affaire? Dans l'exposition, en fait, on voit énormément à la fois de designers, d'objets de la rue, en fait, des choses. On voit par exemple une boîte aux lettres. Pourquoi est-ce qu'on voit une boîte aux lettres? Parce que quand vous êtes dans une ville française, si vous cherchez une boîte aux lettres, vous ne cherchez pas écrit La Poste, vous cherchez une tasse jaune. Oui, donc le jaune, là, la couleur est tellement forte, en fait, qu'elle se confond avec la fonction même de l'objet. Mais on y voit aussi des animaux naturalisés. On voit des papillons, par exemple, des papillons morphos, qui ont l'extrême chose rare. Leurs ailes sont faites d'une couleur qui n'est pas faite de pigments, mais qui est structurelle. C'est-à-dire qu'à la surface des ailes du papillon, il y a des microstructures qui font qu'en fait, la couleur résulte de la réflexion de la lumière sur les ailes du papillon. Donc en fait, quand vous regardez un papillon sous différentes lumières, et sous différents angles, sa couleur change et se métamorphose. Et elle ne pas justement, alors la lumière ne joue pas sur elle puisqu'elle n'est pas faite de pigments. Donc on voit aussi des Tupperware, toute une collection de Tupperware. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé la question de savoir si la couleur pouvait être un marqueur chronologique. Donc on prend la collection de Tupperware depuis son origine, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit, par exemple, que dans les années 50 et 60, c'est que des couleurs pastel. Et en effet, c'est les couleurs qu'on connaît. On voit les années 70. Et les années 70, c'est le orange, le brun. L'explosion des couleurs dans tous les... Exactement. Et puis, plus on avance comme ça, puis on s'aperçoit en effet que la couleur est un marqueur chronologique, sauf quand on arrive aujourd'hui, où là, tout d'un coup, tout s'accélère et en une dizaine d'années, il y a plein de couleurs différentes puisqu'aujourd'hui, il y a une accélération du temps qui fait qu'en fait, on s'adresse à des gens de tendance pour faire les couleurs dans les marques et pour les objets. Alors, Constance Rubini, vous dirigez ce musée oui. Et fondamentalement, on a le sentiment, ce sera ma dernière question, qu'il y a entre l'art et le design, en fait, on a eu souvent l'impression, depuis le Bauhaus, que le design, c'est une sorte de sous-produit de l'art, le mot est atroce. Mon Dieu. Voilà. Et en fait, les choses sont en train de changer totalement. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de catégorie. En fait, on pourrait imaginer que tous les objets de design, quand ils ont une qualité suffisante, en fait, ils deviennent des objets, des œuvres d'art. On va exposer, après l'exposition sur la couleur, on va exposer Martin Zecchili, c'est ça, qui est un des très grands designers français. Et vous verrez, quand vous êtes face à ces pièces, il y a un souffle, il y a quelque chose qui se dégage. Des bibliothèques, des tables inouïes. Qui sont extraordinaires. Et il se passe quelque chose. Et là, vous me direz s'il y a une différence entre le design et l'art quand vous viendrez voir cette exposition. Merci Constance. Bon retour à Bordeaux, j'étais ravi de vous recevoir. Voici le sommaire. Le nouvel album d'Enki Bilal, Bug, revient sur les thèmes d'anticipation qui lui sont chers. Les fans de BD de l'équipe ont adoré et vous diront pourquoi.
L'œil du cyclone, film intense du réalisateur burkinabé Sékou Traoré, a reçu de nombreuses récompenses. Nous en parlons dans 300 millions de critiques. Le parrain de la pop francophone, Etienne Dao, est de retour avec un nouvel album, Blitz. Sa réinvention constante sera au cœur de notre dernier débat du jour. Et comme chaque semaine, le Zap Culture nous fera sillonner la francophonie qui crée. Et notre fenêtre vue sur le web vous fera voyager sur la toile. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, nous sommes dans la salle photo, vous le savez, donc de l'Arche de la Défense, avec une extraordinaire exposition de Eugene Richards, donc grand photographe américain, sur les bas-fonds de l'Amérique d'aujourd'hui. Ce n'est pas triste, c'est hyper violent. Il est question de drogue, de délinquance. Les photos sont magnifiques en noir et blanc. Nous sommes avec Laura Tenoudji. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Vous représentez France Télévisions. Donc, au sein de cette joyeuse équipe des chroniqueurs de 300 millions de critiques, on parle avec vous, notamment du web. Alain Gerlache, qui nous vient directement donc de la RTBF. Bonjour Guillaume. Voilà, bonjour. Une rockeuse. Ouais, c'est mon petit hommage. Voilà, Estelle Martin avec des je ne sais même pas si on peut appeler ça des boots. Si, ce sont des boots. Non, c'est magnifique. 13 années 80. Oui, On va parler de Dao. On va C'est un parler de mélange Dao, oui. entre les Bogdanov et des Irles, pour le bas, bien évidemment. Claudia, ma chère Claudia La Rochelle de Radio-Canada. Bonjour. Et donc Michel Serruti de Radio-Télévision Suisse. Bonjour. Nous y sommes. Le nouvel album d'Enki Bilal s'appelle Bug. Et il revient sur les thèmes d'anticipation qui lui sont chers. C'est le premier sujet de ce 300 millions de critiques. Il dépeint un monde où le numérique disparaît en une fraction de seconde, qui est donc totalement aspiré par une force mystérieuse et indicible. Vous qui êtes tous fans de BD, qu'en avez-vous pensé? Nous allons voir ça immédiatement. Donc, quel est celui qui est un fan absolu d'Enki Bilal? Hop. Moi, j'aime beaucoup. Alors, Moi, j'ai Estelle. toujours aimé Enki Bilal. Alors, j'avoue que ces derniers temps, il m'avait un peu perdu avec des histoires un peu compliquées, un peu ésotériques. Et ce que j'apprécie dans Bug, c'est que là, c'est un thriller. C'est haletant, on le prend, on n'a pas envie de le lâcher. J'étais un peu dégoûtée que ça soit le tome 1. Je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il y en aura au moins 3. Donc, j'ai envie de savoir pourquoi il y a eu ce bug. Parce que c'est vraiment ça, c'est un bug informatique, hein, vous l'avez dit. Et il joue sur les mots, c'est-à-dire l'explication française, l'explication et la définition anglaise. Le bug, c'est aussi le petit insecte qui est dans le corps de ce cosmonaute. Il est aussi passionné par les cosmonautes. On retrouve vraiment l'univers d'Enki Bilal, hivernal, voilà. Oui, non, mais... Non, mais vous savez qu'en réalité, le mot bug, ça vient... Enfin, vous savez, voilà. En réalité, les premières pannes informatiques dans les gros appareils qu'on avait à l'époque, quand ça commençait aux États-Unis, ça venait de ça. C'était parce qu'il y avait des insectes qui se mettaient dans ces appareils et qui provoquaient des courts-circuits, donc ça faisait une panne. Et donc le mot bug, insecte en anglais, est devenu une sorte de néologisme qui caractérise toutes les pannes. Et donc, du coup, effectivement, pour Enki Bilal, ça a à la fois ce bug, cette espèce de pseudo-insecte qu'il a en lui, et c'est la panne informatique. Est-ce qu'on peut rappeler quand même le cœur du sujet, alors de l'expliquer exactement? Ben alors, à un moment, comme vous l'avez dit, il y a un bug informatique, ce qui fait qu'on n'a plus de données. Vous imaginez, on n'a plus Internet, la télévision devient hertzienne, ils sont obligés de reprendre des avions, des vieux coucous, parce que plus rien ne fonctionne, tout ce qui est numérique. Et alors, il y a une touche d'humour, c'est ces personnages qui peuvent l'éviter. En fait, il imagine, c'est dans un futur proche, hein, c'est en 2040, donc c'est demain. Oui. Et donc là, il imagine des gens très riches, très connus, comme vous, Guillaume, qui pourraient donc l'éviter. Et donc, ils pourraient donc l'éviter. Et là, ces gens se retrouvent bloqués. Ils sont bloqués dans le ciel et tout. C'est un des rares passages comiques assez drôles, parce que sinon, Enki Bilal, c'est toujours assez sombre. Voilà, et gothique, sombre. Voilà. Et expressionniste. il m'a assuré qu'il avait il nous expliquera, on saura à la fin donc, du tome 3, pourquoi il y a eu ce bug informatique. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question. Là, ça se passe dans un Paris proche. Il a volontairement, pas uniquement dans le monde entier, il y a une histoire de califat. On sent qu'il se réapproprie toute l'actualité pour la mettre dans cette BD, pour qu'elle nous touche. On se projette vraiment. Il parle de Mars. En fait, là, il y a des cosmonautes. Il y a une mission qui sent le film. Ah ben ça pourrait faire un film. Mais ça coûte très cher. Moi, j'ai été très déçu au début parce que franchement, commencer par une panne mondiale d'Internet, je me suis dit non, il va pas nous faire ce coup-là. C'est quand même un scénario. Film catastrophe. Mais non, mais c'est le truc bateau, etc. La panne mondiale d'Internet. Où allons-nous? Ah, c'était mieux avant, etc. Et puis, je me suis quand même laissé tenter par le fait qu'il va un peu plus loin. Il ne faut pas sous-estimer Bilal.
j'ai quand même retrouvé celui que j'aimais beaucoup dans les années 80, hein, La foire aux immortels, La femme piège, etc. Ça, c'était ce que j'ai suivi. Moi aussi, je ne sais pas si c'est lui qui m'a perdu ou moi qui l'ai égaré, mais en tout cas, je l'ai moins suivi. Je l'ai retrouvé maintenant ici, mais j'attends quand même la suite pour voir si ça va si ça va au-delà. Vous donnez envie. Oui, ça m'a donné envie. envie. Mais on ne va pas raconter toute l'histoire, mais ça va quand même un peu plus loin dans le scénario que... Mon Dieu, la panne mondiale d'Internet, et on n'a rien prévu. C'est ennuyeux. Parce que franchement, les émissions de télé hertziennes en 2040, je ne pense pas que ce sera possible. Je crois que ça, c'est vraiment de la science-fiction. Ça, c'est en décembre 2041. Mais c'est vrai ce que vous dites. Par contre, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a à côté qui fait la richesse d'Enki Bilal. Ses petites trouvailles, son imaginaire qu'il a développé pour imaginer justement ces gens riches qui sont pris en lévitation, toujours. Alors, on installe des nacelles autour d'eux pour qu'ils puissent faire leurs petits besoins, puis là, pour qu'ils aient leur intimité. C'est très drôle. Sinon, ce chef nord-coréen, hein, qui est pris dans son bocal, son aquarium, avec les poissons qui lui nettoient le corps. Faut pas tout raconter. Ah non, mais c'est des détails, des détails assez forts. Clairement. Mais ces enfants, surtout ça, les enfants qui sont complètement pris en panique parce qu'ils n'ont plus le contrôle, parce que ces enfants-là ne sont pas habitués à interagir avec d'autres gens. Et là, ils sont pris parce qu'ils n'ont plus ces moyens de communication. Il faut dire, Enki Bilal, moi, je trouve que c'est un génie d'être allé là, d'avoir imaginé ça. Et effectivement, ça ferait un film extraordinaire. Bien sûr, ça prend des moyens financiers. J'ai l'impression que l'intention est derrière, quand même. L'intention de réaliser un film. D'ailleurs, il a réalisé lui-même des films. Et vous savez que les planches originales d'Enki Bilal s'arrachent maintenant à des tarifs absolument phénoménaux. Absolument. Je crois que c'est l'auteur de BD vivant qui a vendu les planches les plus onéreuses, les plus chères jusqu'à présent. Ouais. Vous allez me demander ce que j'en pense. Oui. Non, en fait, vous êtes là pour ça. Alors, je vais vous le dire. Moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Enki Bilal, c'est cette capacité qu'il a à chaque fois à se retrouver à la charnière d'un monde qui finit et d'un monde qui commence. À peu près dans toutes ses BD comme ça. Même des choses plus classiques, comme La partie de chasse, qui finalement anticipait en 1983 ou 84 la chute du communisme. Et donc, il est chaque fois capable de nous dépeindre des mondes où on se dit, mais enfin, voilà, c'est fini, c'est foutu, tout va tomber par terre, c'est affreux. Mais en même temps, c'est chaque fois, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et il se passe toujours à ce moment charnière-là, dans pratiquement toutes ces histoires, et Bug n'échappe pas à ça. Et en plus, il le fait avec... au niveau de la patte artistique, ce que je trouve intéressant, c'est chaque fois, on est toujours dans des ruines, dans un monde qui s'écroule, mais ces ruines sont magnifiques. Il réussit à mettre de l'esthétisme dans des choses qui sont en train de se casser la gueule, y compris dans ses héros. Ces héros sont toujours sublimement beaux. D'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, ils se ressemblent d'une histoire à l'autre. Ils ont à peu près les mêmes traits, femme ou homme. Et ça participe, quand on lit plusieurs BD avec Enki Bilal, il y a un côté qui est assez drôle, parce que finalement, on a l'impression de se retrouver dans une histoire paradoxalement qui évolue, même s'il n'y a pas forcément de lien entre les histoires. On a l'impression d'être dans un univers qui est évidemment cohérent au niveau du dessin, au niveau des dystopies, au niveau de l'ambiance générale. Puis, en plus, on a presque l'impression, même si les noms changent, etc., qu'on est toujours plus ou moins en train de suivre les aventures d'un tel ou d'un tel. Donc, il y a comme mais c'est un peu une Madeleine de Proust, ouais. On est dans un univers qui change, mais en même temps, c'est toujours un univers qui est familier. Qui est un peu familier. Et Michel, vous allez être content parce qu'il m'a glissé, Enki Bilal, il voulait pas il m'a glissé un mot sur la suite, c'est-à-dire que l'Afrique va prendre sa revanche, un pays africain, parce que là, comme c'est le bug informatique, eh bien, l'arme nucléaire, on peut plus l'utiliser, on n'a plus les codes, et de toute façon, on pourrait pas l'activer, alors que un pays africain avec un vieil équipement militaire de vieille génération, vous faites, là. Il pourrait peut-être envahir. Alors je ne sais pas, mais non, il m'a juste voilà. Mais c'était parce que je sais. Mais les vieux ont la cote aussi. Les vieux, oui, alors ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Même moi, je suis vieille. Les gens nés avant 1980 sont une denrée rare puisqu'ils ont la capacité de rétention de l'information. C'est ça. Vive les vieux. Ouais, vive Enki Bilal et son éloge de la vieillesse. Qui a encore une toute petite chose. Dont l'imaginaire rappelle un petit peu aussi, vous savez, celui d'Emir Kusturica. Tout ça, c'est l'Europe centrale. Par exemple, des films comme Underground, où on est dans la ruine, les gens vivent sous terre. En même temps, ils ont des conversations extrêmement érotiques, intelligentes et portées par une musique qui pourrait accompagner effectivement
celle d'Enki Bilal. Il est connu au Québec, très connu. Oui, sûrement moins qu'ici, mais quand même, chez les gens qui s'intéressent à la BD, Enki Bilal et son éditeur, je pense que c'est Casterman, connaît un grand succès chez nous. Et Laura, sur le web. Juste une chose, parce que moi, j'ai adoré Bug, et surtout, ça nous met tout de suite quelque chose de manière évidente. On ne possède plus rien. C'est-à-dire que c'est arrivé subrepticement, il y a eu Internet, on cherchait des données, mais si vous faites attention aujourd'hui, vous ne possédez plus de films puisque vous les achetez sur une box, mais si vous changez d'abonnement, eh bien vous perdez ces films, vous ne possédez plus de musique, on possède plus de musique, donc ça nous amène quand même à se dire, est-ce qu'on n'a pas envie de garder quelques CD et faire des petits stocks, et même si je suis geek, ça m'a donné envie de me dire finalement, je vais peut-être repasser au DVD et repasser à quelque chose de matériel, parce que finalement avec ce cloud, ce nuage, on ne possède plus rien du tout, et s'il y a vraiment un bug, eh bien on se retrouve nu. Et sur le web, Enki Bilal est très apprécié. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il est quand même assez futuriste, mais les réseaux sociaux, c'est visiblement pas son truc. Il n'a pas de compte officiel, il fait mettre l'actualité par d'autres. Vive Enki Bilal. Il n'est pas Twitter, hein. Il n'est pas Twitter, il n'est pas Facebook. Il est très présent sur les sites d'art. D'ailleurs, il y a le site Artnet qui donne toute l'actualité. Quand il y a une œuvre d'art en vente, eh bien vous allez sur ce site et on vous donne une petite information, une petite alerte pour vous dire attention, il y a une sculpture, il y a un dessin, il y a une peinture d'Enki Bilal qui va être bientôt mise en vente. Plus de 600 œuvres ont déjà été vendues. Et c'est cher ou... oui, c'est cher. Très cher. Ah oui. C'est très Faut avoir quelques moyens. Il y a des planches qui ont dépassé, qui ont dépassé. Qu'est-ce que vous en savez? Millions d'euros. Camille, Laura. Et une dernière chose, une petite Madeleine de Proust. Sur l'excellent site de l'INA, on peut revoir Enki Bilal sur le divan d'Henri Chapier. Donc n'hésitez pas. Ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, c'est la magie d'Internet. On peut aller très très vite. Vous avez une idée de votre cadeau de Noël, ou parce que la semaine dernière vous étiez en train de réfléchir? Ah mais oui, mais ça vient. C'est dans les coups de cœur. Ah, c'est dans les coups de cœur. Ah, ouais, Il a prévu 3 tomes. C'est comme Enki Bilal. Voilà, deuxième sujet, film intense dont nous allons parler dans un instant. Donc, il s'agit de L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré, un film qui a reçu de nombreuses récompenses. Je vous propose d'en découvrir la bande-annonce. Nous en parlerons dans un instant. Et d'ailleurs, Amobé nous rejoindra. Serais-tu prête à plaider une affaire aux assises? Il n'y a pas eu d'assises depuis 2 ans. Justement, Emma, je t'offre le procès du siècle. Coup et blessure volontaire. Détention illégale d'armes de guerre. Résistance à l'autorité publique. En tout cas, mademoiselle, si c'est vous qui allez le défendre, soyez extrêmement prudente avec cet homme. Parce que de l'expérience que j'en ai en Sierra Leone et au Congo, ils ont plus besoin d'un suivi psychologique que d'un procès. Tant qu'ils ne sont pas déconditionnés, ils restent toujours potentiellement dangereux. Si vous ne le renvoyez pas tout de suite en cellule, j'informe le président par la presse que sa police torture mon client pendant l'instruction. Vous avez été engagé dans le Front de Libération à 8 ans. Les enfants, là, c'est les meilleurs soldats du monde. Fais-moi plaisir. Joue au con, qu'on puisse te descendre. Mesdames et messieurs, la cour. J'appelle l'accusé, plus connu sous le nom de Hitler Mussolini à la barre. Si je veux vous défendre, c'est pour qu'il y ait un vrai procès, que le pays ne vous lynche pas pour faire du spectacle. 40 000 enfants assassinés ou disparus. Des centaines de villages détruits. 200 000 personnes déplacées. Un objectif? Prendre les mines. Venez donc. Venez pas de chien! Voilà, comme une tornade. Vous venez de voir la bande-annonce de L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé, donc Sékou Traoré. Vous l'avez vu, vous en pensez quoi? Mais surtout, racontez-nous de quoi il s'agit. Alors, c'est un film très puissant, L'œil du cyclone. J'ai eu la chance de le découvrir il y a déjà 3 ans parce qu'il était nommé au trophée francophone du cinéma. Et là, il débarque enfin sur grand écran et ce n'est que justice parce que c'est vraiment un huis clos qui vous prend aux tripes. C'est-à-dire un huis clos qui oppose 2 personnages très forts, une avocate et Matou, qui est chargée de défendre, qui accepte de défendre un enfant sans droit, enfin
un ancien enfant soldat devenu un chef de guerre, qui est joué par là aussi un acteur remarquable, Fargas Assandé. Et on assiste à cette opposition, à cette confrontation entre les deux. C'est-à-dire qu'elle veut le défendre, elle comprend qu'il a été victime puisqu'il a été un enfant soldat. Il y a des flashbacks, on revoit l'enfance de ce chef de guerre assez rude, assez dur, qui a fait des choses atroces. Et ça nous pose la question, ça pose la question des enfants soldats. Aujourd'hui, en France et dans toute l'Europe, on se pose la question sur les revenants, ce qu'on appelle les revenants. C'est un petit peu ce qui se passe là dans ce film, en sachant que il y a pas, on ne sait pas où ça se passe. Ça a été tourné dans une prison, mais on ne dit pas que c'est un certain pays africain. Parce que le réalisateur le rappelle, c'est un problème qui touche l'Afrique, mais pas seulement. Et c'est vraiment une prise de conscience sur qu'est-ce qu'on fait, comment on gère ces enfants, ces anciens enfants soldats. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ce film d'une force incroyable. Je ne sais pas vous, mais... C'est un film d'ailleurs qui était... Attends, on va dire bonjour à Amobé qui va démarrer sur ce sujet-là, qui vient de nous rejoindre. Michel démarre. Amobé est là, Michel. Pardon. Tout le monde est quoi? Non, mais justement, cette force, est-ce que vous la partagez? Mais moi, je la partage, surtout que moi, j'ai surtout connu L'œil du cyclone par la pièce de théâtre, parce qu'il faut rappeler que c'est d'abord une adaptation. C'est pour ça que c'est un huis clos, en fait. C'est pour ça que c'est génial aussi. Luis Marquez, 2003, une adaptation, une thématique qui embrasse pas simplement l'Afrique. Merci de l'avoir précisé, parce qu'on a toujours tendance à stigmatiser, mais les enfants de la rue, les enfants soldats, il y en a sur tous les continents. Sauf que quand même, c'est une question qui fait résurgence et qui est au cœur de l'actualité, avec ce qui s'est passé dans le Maghreb, avec la Libye. On a vu qu'il y a aussi quand même 800 000 personnes parmi les réfugiés qui sont là. Ça pose la question des tranches de vie, parce que derrière cette locution enfant-soldat, il y a des humains. Donc ça humanise, ce film humanise, donne une vision sur ce que deviennent ces enfants devenus adolescents et projette sur ce qu'ils peuvent être devenus adultes, et surtout interroge vraiment sur l'incurie et la léthargie des États. Que font les États? Que font les institutions africaines? C'est la vraie question. Et que fait la Suisse? C'est parfait, je peux vous le dire. Non, effectivement, la problématique des enfants soldats, en l'occurrence, commence à préoccuper un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu, à mon sens, peut-être une prise de conscience politique de ce que ça impliquait, de la nécessité, on le comprend dans le film, de s'occuper psychologiquement de ces enfants devenus adultes et qui sont pris dans un schéma de vie duquel on ne peut pas les extraire comme ça, simplement en leur disant c'est fini, maintenant fais autre chose. Il faut vraiment leur apporter... C'est déjà compliqué avec les soldats eux-mêmes, alors les enfants, c'est encore plus compliqué. Les enfants, absolument. Ils sont conditionnés tellement jeunes aussi. Alors il faut les déconditionner. Et en l'occurrence, alors si on veut parler de ça, oui, la Suisse, le département fédéral des affaires étrangères, en l'occurrence Suisse, a décidé il y a quelques années d'essayer de s'impliquer plus dans cette problématique-là. Donc elle met de l'argent pour soutenir des programmes d'ONG comme Child Soldiers International, par exemple, ou l'Appel de Genève, qui a réussi ces dernières années à démobiliser 200-250 enfants. Alors c'est une goutte d'eau parmi les 250 000, 300 000 enfants soldats qui existent. Mais enfin, c'est déjà ça. Je peux vous recommander aussi peut-être, alors, puisqu'on parle d'ONG, un film que j'ai découvert sur YouTube, que l'on doit encore à une autre ONG de Suisse qui s'appelle Loin des armes. Elle a fait un film d'une 40aine de minutes dans laquelle, justement, on retrouve les témoignages d'un certain nombre d'ex-enfants soldats de partout, africains, Sierra Leone, RDC, mais aussi Afghanistan, Colombie, et plus loin, Irak. C'est une vidéo, il parle? Oui, il parle. Ça dure 40 minutes, c'est un film, c'est même plus qu'une vidéo, c'est un petit film. Enfin, c'est un film d'une certaine... Voilà, absolument, d'une certaine longueur et documentaire. Et ce qui est intéressant aussi, dont on parle peu, c'est que ça met aussi l'accent sur le fait que parmi ces enfants soldats, 40%, ils n'ont pas tous des mitraillettes, 40% sont des filles, sont des femmes. Et tous ne sont pas pris, enlevés dans la violence. Il y en a certains aussi qui se sentent obligés de le faire. Être cuisinier, c'est être un enfant soldat. C'est pas simplement la notion de porter des armes. Et juste une précision, l'enrôlement des enfants soldats n'est pas simplement le fait de milices barbares, mais également de quelques gouvernements. Ou des familles. Des fois, qui se sentent obligées de voir des enfants soldats à disposition. Est-ce qu'on en parle justement de l'autre côté de l'Atlantique? Moi, je suis vraiment touchée par ce film-là. Je dois dire que je ne suis pas certaine que ce film a été programmé ou sera programmé au Québec, malheureusement. Et c'est probablement même plus loin de ma réalité que de la vôtre encore. Ma réalité de nord-américaine, occidentale, c'est loin. C'est loin. Bon, on a des petits ONG, oui, des petits organismes qui parlent de ça, qui nous conscientisent à ce phénomène-là, mais trop peu encore. Moi, quand j'ai été devant ce film-là, j'ai appris
j'ai découvert un univers qui m'a profondément troublée, profondément touchée aussi. J'ai envie justement maintenant de peut-être brasser la cage aux Québécois et leur montrer cette réalité-là de plus en plus. Non, mais c'est vrai. C'est l'expression qui fait sourire, pardon, c'est pas le fond, c'est l'expression. Non, mais c'est mon expression québécoise, sans doute. D'ailleurs, on pourra le voir, puisque c'est une coproduction TV5, donc ça sera sur TV5 Monde, donc on va pouvoir voir le film. Non, c'est vrai que c'est embêtant, cette diffusion des films, parce que c'est vraiment intéressant. Et là, juste un mot, parce que je trouve que ça évite tout manichéisme. C'est-à-dire que Emma Tou, l'avocate, elle vient d'une riche famille, mais cette riche famille, elle s'est enrichie grâce au trafic de diamants. Et elle le vit très, très mal. Voilà, ça, c'est vrai. C'est ça qui est intelligent dans le film, parce que c'est d'abord un film, hein, il faut le dire. Et d'ailleurs, les deux acteurs principaux ont été récompensés au FESPACO à Ouagadougou, et le film aussi. C'est l'intégration de l'histoire personnelle de cette avocate et du prisonnier dans la problématique. Ce ne sont pas des gens extérieurs, c'est intégré, c'est incarné dans la vie de ces gens, et c'est ça qui fait toute la richesse du film. Évidemment, pour nous les Belges, vu notre lien avec notamment la RDC, c'est une problématique qu'on connaît, qui est abordée régulièrement dans les médias. Et pourtant, en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai été sensibilisé, non pas simplement à la problématique de l'existence des enfants soldats, mais de l'aspect, et le mot convient parfaitement, l'aspect bombe à retardement pour l'Afrique que représentent ces enfants, parce que dans mon imaginaire, peut-être, on les libérait et puis ils se réintégraient. Eh bien non, pas du tout. On voit dans le film qu'ils sont marqués, et évidemment, vous y avez fait allusion, on pense aussi aux difficultés que l'on a aujourd'hui à déradicaliser, notamment et il y en a beaucoup en Belgique. C'est un des pays où, proportionnellement à la population, il y en a le plus. Tous ces combattants qui sont allés en Syrie, qui reviennent en Belgique parfois pour des tas de raisons, et dont on ne sait pas encore exactement que faire, et on ne sait pas aussi à terme vers quoi ils vont évoluer. C'est un grand film avec vraiment quelque chose qui nous apprend à mieux comprendre une problématique particulièrement dramatique et actuelle. Est-ce que Sékou Traoré, comme les acteurs, sont connus en Afrique? Alors Sékou Traoré, c'est la nouvelle génération. Bon, on a connu les pères patriarches du cinéma, du 7e art africain, les Sembène Ousmane, les Med Hondo et quelques autres. C'est vraiment la nouvelle génération, nouvelle écriture. Et aujourd'hui, on est dans l'ère globale, le local pour le global. C'est les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a quelques capitales africaines qui sont plus connectées que Paris, où il y a la 4G, il faut sortir des clichés. La monétique est beaucoup plus développée en Afrique de l'Est qu'en Europe. La télévision payante est la plus rentable en Afrique, etc. Donc vraiment, c'est la nouvelle génération et il y a une nouvelle écriture qui arrive. Et les acteurs, ceux qui ont été récompensés, on les connaît ou ce sont des newcomers? Alors eux, ce sont des gens... sur toutes les chaînes francophones. Oui. C'était des gens justement qui étaient déjà dans le glo-glo, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans l'environnement du théâtre. C'est des gens qui viennent du théâtre, ils ont fait leur classe et leurs armes pacifiques dans le théâtre. Sur le web. Alors quand j'ai regardé le film, j'ai été un peu comme Claudia, j'étais bouleversée. Après, j'avais plus envie d'aller sur mon écran parce que il faut digérer ce film. Et ce qui vous vient après, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants soldats, puisqu'on est en empathie quand on regarde le film avec le héros. Et je suis allée fouiller un peu sur le web. Et il y a beaucoup d'associations qui essayent de libérer ces enfants soldats, notamment l'UNICEF, mais qui va avec d'autres associations plus locales en Afrique et ailleurs, parce que c'est 150 000 enfants soldats en Afrique et 300 000 dans le monde. Donc on l'a bien dit, il y a 3 phases, il faut libérer les enfants, ensuite, ces enfants qui sont devenus adolescents et jeunes, après les réinsérer, mais le travail de prévention est très important, et on trouve sur le site de Vision de Monde beaucoup de témoignages d'ex-enfants soldats qui vont eux aussi travailler sur le terrain pour expliquer qu'on leur a promis plein de choses, beaucoup d'argent, et que finalement, rien n'a été respecté. Et je trouve que c'est intéressant d'aller suivre sur ces différents sites le destin de ces enfants et leurs témoignages. Et pourquoi pas de les parrainer, parce que vous pouvez parrainer un ex-enfant soldat. Voilà, une grande partie du cinéma est un cinéma qui s'est intéressé aux communautés, à la violence. C'est historique, y compris les grands films de Coppola, etc. Est-ce qu'il y a une marque particulière, puisque tout à l'heure, Amoubé parlait de cette écriture. C'est vrai que la marge est souvent devenue le centre au cinéma. Quand on parle du cinéma américano-italien, par exemple, Scorsese, Coppola, est-ce que là, il y a quelque chose de vraiment nouveau ou pas? Au niveau... Esthétiquement, de la façon dont on s'est réalisé. Je suis pas certain, corrigez-moi si je me trompe, je suis pas certain vraiment qu'il y ait quelque chose de formidablement nouveau dans la réalisation proprement dite. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas
très important parce qu'il est vraiment marquant, outre la thématique, parce que c'est un film, comme le disait Alain, c'est vraiment un film. La prestation des deux acteurs principaux, elle est absolument remarquable. Et comme c'est tiré d'une pièce de théâtre, c'est vrai qu'on a presque l'impression, notamment dans les parties au tribunal ou les discussions dans la cellule entre le prisonnier et l'avocate, d'assister à des parties purement théâtrales. Donc la réalisation, elle a son importance, mais c'est pas un film d'effet en l'occurrence, même si elle est seule en extérieur. Je pense qu'effectivement, il y a le temps de la maturation. Il y a vraiment, c'est tout récent, la nouvelle écriture africaine. C'est aujourd'hui vraiment que la patte et la touche africaine en zone francophone, qui est légèrement en retard avec la zone anglophone, il faut le dire. Mais je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps à cette nouvelle génération pour camper une touche, avoir son dogme dans l'écriture cinématographique. On voit ça dans les films d'action italiens, par exemple. Pendant très longtemps, le film italien, c'était un film romantique, la comédie romantique. Puis Matteo Garonne, toutes les choses qui ont été faites autour de Gomorrah. Mais il y a des Sylvestre Amoussou, qui sont par exemple des cinéastes béninois, qui eux font des films où ils inversent les codes, ils cassent complètement les codes. Et ce sont les Blancs qui sont les immigrés en Afrique, ce sont les Africains qui sont les dominateurs. Donc il y a une espèce de prise en compte d'une nouvelle assumation. Est-ce que finalement le monde du cinéma considère l'Afrique comme le futur Eldorado, la promesse justement de réalisation nouvelle? En tout cas, pas au plan des contenus, mais en termes de marché, croyez-moi, parce que toutes les multinationales sont implantées là-bas, et il y a une explosion, il y a une classe moyenne maintenant qui consomme avec les smartphones, etc. Et les gens font des web-séries, on en parlait, les gens sont aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, avec très peu de moyens. Et puis il y a l'exemple de Nollywood. Nollywood qui a commencé avec 2-3 caméras et qui pèse aujourd'hui en milliards, qui est la 3e industrie mondiale cinématographique. On peut rappeler ce que c'est que Nollywood? Nollywood, c'est le cinéma venu du Nigeria, et qui est donc le contrepoint de Cinecittà, de Bollywood, en Grande-Bretagne, ou Hollywood, tout simplement. Mais Farias Assandé, l'acteur principal du film, disait que c'était important que les cinéastes, que les artistes africains s'emparent de leur sujet. Absolument. Il en est extrêmement fier. Il dit au moins, voilà, on parle d'un sujet qui nous touche, alors pas que, on l'a dit, ça touche le monde entier, mais au moins on parle d'un sujet qui nous touche, nous, et en tant qu'Africains. Et il le revendique, et c'est vrai que ça c'est bien, parce que surtout, moi, j'ai eu la chance de courir aussi le FESPACO, et c'est vrai que tous les films qui parlent de l'Afrique, le FESPACO, c'est le grand festival de cinéma panafricain qui se passe à Ouagadougou, où il y a des écoles de cinéma, où il y a vraiment une grande culture cinématographique, mais il y a un succès quand il y a des films africains, mais incroyable, parce que les gens ont envie qu'on raconte leur vie, quoi, comme nous, on a envie. C'est ça qui change. C'est le point le plus important, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, désormais, les histoires de chasse appartenant à ceux qui les racontent, les Africains racontent les leurs. Avant, il fallait passer par le prisme, entre guillemets, des Blancs. Exact. Là, il y a une nouvelle génération qui raconte les histoires africaines par les Africains. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Quand cette émission a démarré il y a 4 ans, on disait finalement, il n'y a pas de structure de salle de cinéma, et c'est à part à Abderrahmane Sissoko ou quelques autres, on avait l'impression que ce cinéma africain, c'était une sorte de minuscule île dans un océan, et c'est terminé. En 4 ans. Mais il y a Internet, en 4 ans, parce que les salles de cinéma aujourd'hui, c'est le téléphone portable. C'est ça. C'est Internet. Et ça explose, ça explose. C'est pour cette raison que les multinationales investissent, font des salles de spectacle, je ne citerai pas de nom, et de cinéma dans les capitales francophones d'Afrique. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous sommes curieux, donc, dans cette émission, 300 millions de critiques, c'est que plus on est pertinent, plus on gicle. C'est le cas d'Amobé. Merci Amobé d'être venu. On vous retrouvera donc la semaine prochaine. Je vous propose donc de faire un tour du monde de la culture francophone, et nous parlerons d'un dernier sujet qui porte le nom d'Étienne Dao. Ciao Amobé. Quelque chose en nous de Tennessee. Les Champs-Élysées pour Johnny, il y en a certains qui se demandaient si, quand même, ça n'était pas trop. Le désir fou de vivre une autre vie. Pour les professionnels, c'est entendu, Johnny, ça ne va pas durer. Pour les familles les plus traditionnelles, Hallyday, ce n'est pas de la musique. À force de briser l'emmène les guitares. Hallyday, c'est le génie de savoir durer, s'adapter aux modes. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. La musique vivra. La Suisse s'enflamme pour Johnny. Comme ici à Paléo en 1996. Il avait une jolie voix quand même, hein, et de belles chansons. Hein. Allumez le feu. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Retiens la nuit. Ici, comme en France, les jeunes l'adorent. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle de Johnny Hallyday? Je trouve ça très bon. Même meilleur qu'à Saint-Jérôme. J'ai été moi-même à Saint-Jérôme, j'ai trouvé ça meilleur qu'à Saint-Jérôme. À 18 ans, le succès, ça grise, non? Non. Viens chercheur. Viens chercheur.
Et voici donc le bel Étienne Dao, qui sort un nouvel album, qui est célébré par la critique, qui s'appelle Blitz. C'est son titre, il se vend très bien. Fait beaucoup parler, bien évidemment, nous allons l'évoquer dans un instant, juste après quelques images du clip. Voici le titre, Les flocons de l'été. Tout est blanc, tout givré, survivant, tout flingué. C'est l'hiver, en été. Voilà, Claudia et Dao addict. Moi, j'aime beaucoup Étienne Dao. Quand je pense à mon... Vous allez rire, là. Mais quand je pense à mon français idéal, je pense à Étienne Dao. Je m'excuse, mais vraiment... Pas Guillaume. Oui, après. Mais c'est toujours après, Guillaume. C'est en dessous de 100 ans. Non, mais c'est parce que j'aime beaucoup sa dégaine, sa voix qui n'a pas... Moi, je l'aime, sa voix. Je sais que les gens disent « Ah, il n'y a pas vraiment de voix, c'est pas un chanteur à voix. » Moi, j'aime ça. C'est sulfureux, c'est un peu planant. Je trouve aussi que c'est un homme qui raconte la vie avec une certaine profondeur aussi. Surtout dans cet album-là. Cet album-là, ça paraît, il a passé à travers le décès de sa sœur, Jeanne, de qui il était très, très proche. Et il y a tout un regard, donc, neuf... sur justement la mort, le deuil. Puis nous, moi, je trouve qu'on est en perte de rituels funéraires en ce moment. On ne sait plus trop en quoi croire. Je pense que c'est en perte de rituels funéraires? Ouais. On n'a pas de rituel. Non, mais ça, c'est vrai. Et ça, je pense que ça peut devenir un rituel, ou du moins, ça peut devenir quelque chose qui pense certaines douleurs ou certaines plaies, certains chagrins pour des gens qui ont à vivre un deuil ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que Dao a du style, il a une dégaine, il n'a pas perdu, il n'a pas pris une ride, ni sa voix, ni son style, son look, son audace. Il ne vieillit pas. La dernière fois qu'il est venu à Montréal, ça fait assez longtemps, je m'ennuie. Il était même venu avec Feu Jeanne Moreau il y a quelques années. En duo, ils avaient fait un truc. Et Condamné à mort de Jeunet. Voilà, exactement. Le Condamné à mort Bonne de Jeunet. mémoire. Voilà, c'est un livre absolument extraordinaire. Et il a peur de l'avion, m'a-t-on dit. Alors, c'est pour ça qu'on ne le voit pas assez souvent. Mais Étienne Dao, il a la cote au Québec. Mais comme vous êtes tombé en amour, je pense qu'il va venir au Québec. C'est toujours un événement, un album d'Étienne Dao, parce que c'est le boss, c'est le parrain, c'est le pape. J'ai même eu l'empereur de la pop française. Ah oui, mais vous avez vu toutes les couvertures de magazines. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un album d'Étienne Dao, c'est l'effervescence. Là, je trouve que c'est mérité. C'est un de ses albums les plus rock. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai fait un petit... Non, mais je trouve que c'est quand même rock. Et alors, c'est marrant parce qu'il dit qu'il voulait un album psychédélique. Alors, au lieu de psychédélique, moi aussi, j'ai toujours fait l'erreur, donc voilà. Mais c'est psychédélique. Et c'est vrai que moi, j'aime cet album pour ça, parce qu'il reprend des sonorités 60s. Il y a vraiment des plages très planantes. Il y a tout un univers avec des sons analogiques. Et d'ailleurs, il le dit, hein, c'est un album sous influence, celle de Syd Barrett, qui était son idole absolue, le leader de Pink Floyd. Il est allé à Londres, il est allé dans cet appartement. Il a eu envie d'écrire ces 3 chansons tout de suite après. Il avait la grippe. Enfin, de toute façon, il raconte moult anecdotes sur cet album. Il y a cette dimension cinématographique. Il adore la photo. Moi, je trouve que ça s'entend. Ça s'entend dans ses chansons. Les filles du canyon. On a l'impression de voir ces Valkyries qui déboulent. Certains ont parlé des filles de Manson, de Charles Manson. C'est vrai qu'on y pense aussi, des Amazones, des guerrières. Il a répondu en interview que c'était pas ça, mais on pourrait penser à ça. Et Le Jardin, cette chanson, très belle chanson en hommage à sa sœur décédée, j'ai pensé à Virgin Suicide. Je voyais d'un coup de Sofia Coppola. En fait. On vous montre un carré, vous dites une maison. Non, mais je trouve un rond, une miche de pain. Mais vous n'avez pas trouvé qu'il y avait une dimension cinématographique incroyable? Moi, j'ai
j'étais emportée par ça. Je vais réfléchir. Alain Gerlache. La différence entre Estelle et moi, c'est que moi, je suis à Bruxelles, un peu loin des stars. Estelle, elle est là, tu es à toi. Et c'est vrai que moi, en écoutant cet album, j'ai évidemment pensé à Pink Floyd, époque Syd Barrett. Si Emily Play, vous vous souvenez évidemment, Guillaume, de cette chanson des Pink Floyd à la grande époque des années 60, avant qu'ils ne deviennent complètement fous. Et c'est vrai qu'il y a les ambiances de Pink Floyd, ce côté psychédélique. C'est amusant parce que finalement, on se demande comment Étienne Dao, qui est apparu dans les 80s, survit aujourd'hui. Eh bien, c'est en retournant un peu dans les 60s. C'est assez paradoxal. C'est quelqu'un qui, évidemment, chez nous, a évidemment un grand succès aussi. Il vient tout de suite. Il est déjà venu à Bruxelles. Il a déjà fait des concerts aussi. On sent que le public belge est très lié à Étienne Dao et qu'il entretient ce contact. Il est venu aussi à la RTBF, il a donné des interviews. Il a aussi, à cette occasion, dit quelque chose qui, à mon avis, le caractérise et caractérise cet album. Il a dit « Je suis un control freak. Je suis un obsédé du contrôle. » Et on sent bien que rien n'est laissé au hasard dans cet album. Même la pochette, un peu surannée, qui a un côté Jean Genet d'ailleurs aussi, et qui montre bien que, bon, on peut trouver en effet qu'il n'a pas une grande voix, que c'est parfois un peu mystifié peut-être, mais c'est quelqu'un qui fait sa job, comme on dit au Québec. Oui, sa job. Il a inspiré beaucoup la jeunesse. Chez nous aussi, la formation Chinatown avec la voix de Félix Diot me fait penser beaucoup à celle de Dao. Il y en a d'autres artistes. Steffi Choc au Québec aussi qui s'est inspiré, je pense, parce que moi, je vois des parentés, là, c'est inévitable. Jusqu'à un certain point, même, je pense à Yann Perrault. Alors, si jamais vous voulez les découvrir, il y a une certaine parenté qui est présente là, entre les deux. Ouais. Michel. Que d'éloges! Que d'éloges, mes amis. C'est beau. Depuis le début. Et maintenant, la face B. Non, mais depuis le début de sa carrière, Dao a toujours été porté au nu par la critique comme Bachung. Oui. C'était... Alors, bon, enfin, encore une fois, voilà, vous me connaissez depuis des années. J'avoue que Dao, les années 80 et les années 80 en général, j'ai eu déjà longuement l'occasion de m'expliquer là-dessus. Vous savez que ça me passe... Vous n'êtes pas très Dépêche Mode. Non, ça me passe très au-dessus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, avec ce dernier album de Dao, c'est qu'il le revendique comme étant un peu plus rock. Alors moi, je mets le un peu plus rock, en citant notamment Syd Barrett, comme vous en avez parlé, en citant aussi un autre album des Unloved, qui s'appelle Guilty of Love. Alors j'ai écouté le dit album parce que je ne connaissais pas. C'est un album qui est sorti en 2016. C'est sublime. Vous aimez le rock, il faut aller écouter Unloved de Guilty of Love, c'est magnifique. Syd Barrett, par contre, et Étienne Dao, j'avoue que moi j'ai un tout petit peu de peine à retrouver Pink Floyd dans Étienne Dao et notamment cet album, et je crois que vous avez expliqué pourquoi. Parce que ce qui me gêne dans cet album, outre le fait, alors je ne mets pas en doute le fait que c'est bossé, que c'est réfléchi, que c'est super produit, qu'ils ont passé des mois à faire ça, mais justement, ils ont passé des mois à faire ça et c'est super léché, c'est super bien fait, c'est control freak. Et ce qui manque pour moi dans cet album, pour le faire un peu plus rock, c'est qu'il faudrait que ça gratouille un peu, que ce soit un peu plus brut, que ce soit un peu peu psychédélique, justement. Dans les textes, ça gratte. Alors dans les textes, oui, dans les textes, un petit peu. Mettez les pieds dans le problème, c'est que souvent les albums de Dao, ils sont surproduits pour une raison simple, c'est qu'effectivement, l'essentiel de la carrière de Dao, même si on ne peut pas nier sa carrière de performeur qui existe, c'est quand même une carrière de type qui fait des albums. C'est pas, c'est simple, c'est pas Johnny Hallyday, c'est pas Lavilliers, c'est pas Julien Clerc, il n'est pas porté par une voix telle. Donc il est évident que l'essentiel de son énergie est dans l'album, comme c'était le cas de Gainsbourg d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas de monter sur scène, mais c'est vrai qu'il est normal qu'il s'intéresse plus à la bidouille, pour employer un mot vulgaire, à la réflexion sur ses albums qu'à l'expression scénique des albums. C'est pas du tout la même chose. Mais même dans l'album, ce que je regrette, je trouve que le son... Alors en même temps, c'est un son... Je comprends aussi, c'est intéressant par exemple peut-être d'avoir votre avis, Claudia, parce que vous êtes une fan de Dao de tout le temps. Moi, je l'aime dans l'intime aussi, pas dans le grand déploiement. Mais ce que je veux dire, c'est certains fans de Dao, en écoutant ce dernier album, ont peut-être un tout petit peu de peine à raccrocher avec le Dao des années 80, parce que c'est un petit peu moins pop et peut-être un tout petit peu plus rock. Par contre, ce que je trouve, ce qui relie tous ces albums entre eux, effectivement, c'est la qualité de production qui est extraordinairement... Enfin voilà, il n'y a rien qui dépasse. Il y a
vraiment rien qui dépasse. Oui, puis c'est une caractéristique française. On parlait de Gainsbourg tout à l'heure, on a vu Delerme, on a travaillé avec lui quand on a fait ce fameux tour du monde sur TV5 Monde, vous vous souvenez. C'est qu'il y a cette qualité française, qui sont des gens qui construisent une œuvre. Alors on s'est beaucoup moqué de son absence de voix, il faut oublier ces conneries, si je veux dire. Voilà. Qui construisent une œuvre sur quelque chose, c'est vrai pour Charlotte Gainsbourg aussi, qui ne repose pas justement sur une version de la variété qui serait une extrapolation du bel canto, donc ils sont obligés de faire avec. J'aimerais bien que ça dépasse un tout petit peu, que c'est un côté un petit peu plus sale, un peu moins parfait. Et je pense que Dao, mais pas. Alors les textes, oui, j'entends, mais je pense que Dao pourrait, paradoxalement. Moi, je serais curieux d'entendre Dao, justement, qui sorte un tout petit peu de cette voix qui est très tracée, qui est très propre, qui est très suisse, presque, parce que c'est vraiment... Non, mais il y a un côté parfait. Enfin, je veux dire, les gens reprochent, souvent, quand ils vont en Suisse, il y a un côté un peu aseptisé, comme ça, parce que tout est au cordeau, tout est propre. Et c'est vrai que chez Dao, il y a un côté comme ça, enfin, c'est super bien léché, il n'y a aucun doute, c'est un vrai boulot. Mais moi, j'aimerais que ça sorte un peu de... Tout à l'heure, on parlait de cette barrette, il y a un côté un peu... Je sais. Il a quand même su créer un style, et vous avez raison, hein, Claudia, même en France, le nombre de jeunes groupes qui se revendiquent de Dao, c'est vraiment, on voit bien que c'est une espèce de figure titulaire, alors il le prend en charge ou pas, et ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il va voir les jeunes. Unloved, vous avez raison, moi je ne le connaissais pas avant, je ne connaissais pas avant qu'il en parle, il est hyper à l'écoute de tout ce qui se fait, et il sait extrêmement bien s'entourer. Ouais, hier c'était Jacques No, Elie Medeiros, Dany, et aujourd'hui, Unloved, il est vraiment... C'est le monde de l'électro. À l'écoute. À l'écoute. Laura. Mais justement, Dao fait partie du patrimoine français et on ne touche pas au patrimoine. Et ce qui est étonnant, à part Michel, sur les réseaux sociaux, il est adulé. On a du mal à trouver quelque chose de négatif sur Étienne Dao. Tous les articles sur le site des Inrocks, Télérama, tous l'encensent. Les Inrocks, Télérama, c'est assez logique qu'ils adorent Dao. Oui, mais Combini, je vais vous donner un autre titre qui est Combini, qui est plus jeune, qui est une cible plus jeune et qui parle de l'actualité. Ils adorent Dao. Ils ont fait une petite vidéo où il porte d'ailleurs une magnifique chemise à paillettes. Il nous livre sa playlist et tous les commentaires sont positifs. On apprend sur cette petite interview que sa chanson préférée française, c'est Melody Nelson. Vous en parliez tout à l'heure. La production dont il est le plus fier, c'est L'homme qui marche. Et son plaisir coupable, c'est Amanda Lear et Patrick Juvet avec Où sont les femmes, qu'il avoue écouter régulièrement. Je vous recommande quand même de vous abonner à ses comptes. On suit toute son actualité. Et il a mis d'ailleurs un diaporama d'un livre qui est sorti en octobre dernier, qui s'appelle qui revient sur toutes les photos de lui dans les années 70, avant la sortie de son premier album. On peut voir le livre également sur rvbbooks.com. Et là, c'est que des clichés en noir et blanc. On le voit dans les studios d'enregistrement en train de préparer son album. Et effectivement, comme disait Claudia, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Voilà, le temps glisse sur lui. Il n'est pas changé. Et il y a l'exposition qui se tient à la Cité de la musique sur Dao, l'M-pop, où effectivement on redécouvre la pop française, et pas seulement grâce à des clichés des photographies, des scènes, mais pas seulement. Depuis que nous sommes concentrés sur ces affaires de musique, on se rend compte que ces dernières années, enfin ces derniers mois plutôt que ces dernières années, il y a une renaissance. On voit réapparaître, alors évidemment on a vu réapparaître Les Vieilles Canailles, mais on a un album, on le disait tout à l'heure, de Julien Clerc, un album d'Eddie Mitchell, un album d'Orelsan, dans tous les registres, parce que c'est vraiment dans tous les registres, un album de Dao, un album de Catherine Ringer. Donc actuellement, et tous ces albums ont été accueillis, ce qui n'est pas toujours le cas, disons, avec une certaine unanimité par la critique qui parfois se déchire justement entre ceux qui aiment en gros l'électro, d'autres qui aiment la chanson populaire, etc., etc. Là, tout le monde est d'accord. Mon cher Alain, putain, tu vas le donner ton cadeau de Noël. Voilà, mon cadeau de Noël. Stéphane, si tu regardes, c'est ça qu'il faut m'acheter. Eh bien, ce sont les mots disparus de Pierre Larousse. Vous savez, les éditions Larousse, chaque année, il y a des mots qui apparaissent, mais il y a aussi des mots qui disparaissent. Et les éditions Larousse ont eu l'idée de faire une édition avec justement toute une série de mots du 19e siècle qui ont disparu. Alors, c'est merveilleux comme des photos sépia. Je vous en donne quelques-unes. Accordé, fiancé, accu, lieu sans issue, branloire, sorte de balançoire, vous le saviez évidemment, Guillaume, déprier, retirer une invitation, galantin, homme ridiculement galant, amoureux, hollandais. Alors, hollandais, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Passer des plumes dans la cendre chaude pour les dégraisser. Et alors, mon préféré, et celui-là, je trouve qu'il faut le réintégrer, lourderie, faute grossière contre le bon sens, la bienséance. Laura.
Alors, il y a un site internet qui vous propose une newsletter que vous auriez pu faire, Guillaume. Ça s'appelle Art Tips. Toutes les semaines, vous vous abonnez, vous recevez 3 newsletters par semaine. Et à chaque fois, vous avez une anecdote sur une œuvre d'art, plus ou moins célèbre, mais vous apprenez quelque chose. Donc, abonnez vos amis. Je me suis demandé si vous n'étiez pas derrière. Voilà, non, je ne suis pas derrière, mais je connais Art Tips, effectivement. Estelle Martine. Alors, nous allons rester dans... C'est normal que comme j'ai insulté Alain pour qu'il avoue... Voilà, nous allons rester dans l'ambiance de Noël, puisque vous pouvez venir faire du patin sur ce grand toit de l'Arche de la Défense. Ici, presque là. Alors donc, en plus, c'est un très bon prétexte pour emmener vos enfants. Vous les laissez à la patinoire. Je ne sais pas si on peut les laisser. Et comme ça, vous pouvez venir admirer cette très belle exposition d'Eugene Richards. Patin, donc, vous faites les deux. Je ne suis pas très bon en patin, mais on peut mettre des paillettes aussi. Et là, patin, c'est un avantage considérable, c'est que si on échoue, on va immédiatement à la Riboisière. Alors, prenez vos précautions si vous voulez faire du patin sur ce toit, tout en haut. Voilà, faire du patin en haut du monde, c'est quand même... Voilà, il faut savoir qu'en bas de l'Arche de la Défense, pardon de vous interrompre, il y a quand même un espace de sculpture contemporaine, les sculptures de Calder, de César, qui se garnit de mois en mois, qui commence à prendre une importance considérable. Claudia La Rochelle, c'est à vous. Si vous aimez la littérature québécoise, je sais d'ailleurs que ces livres sont disponibles à la Maison du Québec ou sur Internet. Non, Internet, je ne crois pas, mais il sera vendu grâce à Actes Sud, ici en France. Michel Tremblay avec le peintre d'aquarelle. C'est l'année Michel Tremblay. D'abord, il a fêté ses 75 ans. Il a reçu le prix Pierre-Prince de Monaco, un prix littéraire prestigieux. Il a reçu un autre prix très, très prestigieux au Québec aussi, qui s'appelle le prix Gilles Corbeil, qui a déjà récompensé dans le passé Anne Hébert, notamment, Régent Ducharme aussi. Et là, avec ce livre-là, il nous fait redécouvrir un personnage qu'il avait laissé de côté, qui s'appelle Marcel et qui est peintre d'aquarelle et qui lutte contre la schizophrénie. C'est un roman achevé, extrêmement touchant de Michel Tremblay, notre auteur chouchou. Voilà. Michel. Puisqu'on parlait musique, alors un disque de rock, pour moi, cette fois-ci, d'un groupe suisse, à propos duquel les Un-Rock titrait « Et si le meilleur groupe de rock français était suisse ?» C'est Adieu Gary Cooper, le disque s'intitule Outsider, c'est paru chez Casbah Records, c'est du rock bien granuleux, du rock un peu déglingué, psychédélique, comme on aime, puissant d'un trio genevois que je ne peux que vous recommander, c'est vraiment d'excellente facture et il mérite d'être plus connu qu'on ne les connaît déjà, on va dire, dans un cercle... C'est pas Dao. Non, c'est pas Dao, dans un cercle plus restreint, mais voilà. Qualité et quantité ne riment pas toujours ensemble. Voilà, comme le dit notre bien-aimée productrice Isabelle Siri, donc je vais laisser mon coup de cœur dans ma poche arrière. On se quittera sur ça. Ciao, à la semaine prochaine.